Bonsoir. Bon, Bonsoir. écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous. Je vais me permettre de vous présenter rapidement. On a bien reçu vos vidéos, mais on préfère vraiment vous entendre et vous connaître plutôt que de passer vos vidéos qu'on pourra relayer dans un autre contexte et dans un autre format. Bienvenue chez Change Lebanon. Bienvenue à vous, Nada Sehnaoui. Vous êtes candidate à Beyrouth 1, c'est-à-dire l'Est de Beyrouth. On pourra peut-être passer tout à l'heure une carte pour qu'on regarde un peu plus près ces circonscriptions. Vous êtes une artiste plasticienne, vos œuvres ont été exposées dans plusieurs villes au monde. Elles ont abordé des sujets douloureux, la guerre civile, l'identité, les droits des femmes, les droits humains. Vous avez également publié un livre sur l'histoire de Beyrouth. Vous êtes coordinatrice générale de Beyrouth Madinati. Vous nous direz s'il faut dire Beyrouth Madinati ou Madinati tout court. Moi, je vous poserai la question. Et vous avez déjà été candidate sur la liste de Beyrouth Madinati aux élections municipales de 2016. Bienvenue également à Paola Arbez. Vous êtes candidate à Beyrouth 2, donc l'ouest de Beyrouth. Vous avez à la fois une expérience en communication, mais également dans la mode. Vous êtes militante dans le domaine des droits de l'homme, du bien-être animal. Vous êtes membre de l'association Nour pour la réhabilitation des personnes toxicodépendantes, mais vous êtes membre de Save Beirut Heritage pour sauver le patrimoine. Vous avez été très active sur le terrain depuis le premier jour de la révolution du 17 octobre en essayant de répondre à des besoins aussi essentiels que manger, boire ou avoir des médicaments. Bienvenue également à Sarah Yassine, qui est également candidate à Beyrouth 2, qui est architecte, paysagiste, urbaniste, enseignante à l'EUB. Vous avez travaillé à Londres, à Philadelphie, à Beyrouth sur divers plans d'urbanisme, plus particulièrement sur des thématiques telles que les friches urbaines, les liaisons douces, l'éclairage urbain, la conservation du patrimoine paysager. Vous êtes engagé politiquement à Beyrouth depuis 2013. Vous êtes très actif pour la sauvegarde du littoral, des quartiers historiques également. Vous avez participé à la campagne de Beyrouth Madinati lors des élections municipales de 2016 et vous êtes resté très engagé dans la révolution du 17 octobre. Je vais vous donner très vite la parole parce qu'on a 1 heure et on va très certainement être frustré de devoir vous quitter dans 1 heure, 1h10 peut-être. Mais avant de vous donner la parole, on voudrait juste prendre 1 minute pour vous rappeler qui est Change Lebanon. C'est une donc association qui réunit des experts qui sont tous unis par le même idéal, c'est-à-dire travailler pour un Liban État de droit. Nous avons 4 actions prioritaires. La production d'expertise dans les domaines indispensables au développement socio-économique du Liban, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la vie citoyenne, la participation de la diaspora, non seulement aux élections législatives, mais aussi à la gouvernance du pays. Notre deuxième action consiste à faire du lobbying pour faire parler du Liban, pour défendre ses intérêts, mais aussi pour mieux comprendre les intérêts des institutions françaises et européennes dans leur relation avec le Liban. Des contacts étroits nous relient au Quai d'Orsay, aux parlementaires français. Nous avons été relativement actifs lors de cette élection présidentielle pour sensibiliser les différents candidats. Notre troisième dimension concerne les actions sur le terrain, des actions humanitaires dans le domaine éducatif ou de la santé, par exemple, mais aussi l'identification d'experts et d'acteurs du changement qui, comme vous, s'impliquent et agissent pour un autre Liban. Et enfin, dernière dimension de notre activité, c'est la coopération et la coordination avec les autres groupes de la diaspora au Liban. Nous le savons tous que l'union fait la force et nous essayons d'avoir l'esprit le plus collégial possible. C'est dans cet esprit de collaboration avec les autres groupes de la diaspora que nous travaillons à la création de l'Union de la diaspora libanaise en France et que nous poursuivons avec vous aujourd'hui ce cycle de rencontres avec les candidats aux élections législatives libanaises. Voilà, merci encore de votre présence, merci de votre implication et je vous laisse la parole. J'imagine que vous vous êtes organisés entre vous pour savoir qui va prendre la parole d'abord et qui va laisser la parole. Voilà. Absolument. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous sommes toutes les trois ravis d'être avec vous ce soir. Écoutez, on va faire une présentation assez rapide et tonique, je vais dire, pour laisser la place aux questions essentiellement. Je vais commencer par faire une introduction rapide de Beyrouth Madinati. Ensuite, nous allons faire une introduction du programme. Beyrouth Madinati, elle a été créée autour d'une liste
d'un programme électoral municipal et où on a mené les élections de 2016. Ce qui était intéressant, c'est que c'était une liste paritaire, 12 hommes, 12 femmes. Je pense que c'était une première au Liban et peut-être au Moyen-Orient également. Je ne vais pas m'étendre sur le programme. C'est un programme inclusif pour pouvoir avoir une ville où nous pouvons tous vivre d'une manière tranquille, de se déplacer tranquillement, de pouvoir respirer un air non pollué, de pouvoir nager dans une mer où il y a des espaces publics non pollués, qu'il y ait une gestion durable des déchets. Euh, et, et donc, c'était un programme en 10 points qui était un programme pragmatique. Si on arrive aujourd'hui à la municipalité, qu'est-ce qu'on fait le premier jour, le troisième mois, le sixième mois, une année plus tard? Et là, c'est extrêmement malheureux que Beyrouth Madinati n'ait pas accédé à la municipalité de Beyrouth parce qu'il y aurait vraiment, on aurait placé la ville dans dans une autre dimension aujourd'hui. Je dois aussi dire qu'on a obtenu en 2016 40% des voix des électeurs dans tout Beyrouth et 60% des voix des électeurs à Beyrouth 1. Je vais passer assez rapidement maintenant au programme. Notre programme est sous le thème de la durabilité. Donc, il y a la durabilité sociale que Paula va présenter là tout de suite. Les points essentiels. On va faire ça assez rapidement pour laisser la place aux questions. Le deuxième point, c'est la durabilité économique, financière, durabilité de l'environnement et durabilité des institutions. Et ensuite, on fera une conclusion double un peu de la situation électorale des listes dans les deux Beyrouth. Donc, je vais passer là la parole à Paula pour parler en quelques points de la durabilité sociale. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc notre engagement envers la durabilité sociale, avant tout, c'est assurer un niveau de vie décent pour tous. Donc premièrement, c'est établir un filet de sécurité sociale pour les familles en détresse qui offrirait sécurité alimentaire et prestations de santé par le biais du système de carte obligatoire comme on a une carte vitale en France. Deuxièmement, une couverture santé complète pour tous. Troisièmement, garantir le droit à un logement abordable et prévenir les expulsions forcées pendant la période de reprise, tout en garantissant les droits des propriétaires. Quatrièmement, sécuriser équitablement les services de base d'électricité, l'eau et communication. Cinquièmement, fournir de l'eau potable grâce à un réseau moderne sur tout le territoire libanais. Sixièmement, un régime de retraite et d'assurance vieillesse. Vous m'entendez? Oui. Ah oui. Oui, bon, c'est bon. Septièmement, développer et stimuler les transports publics et assurer une circulation fluide entre toutes les régions libanaises. Huitièmement, sécuriser un stock stratégique de matériel de base et de médicaments en imposant la disponibilité et en évitant le monopole et la thésaurisation. Comme vous savez, c'est un drame au Liban actuellement. Et puis, garantir les droits des habitants touchés par l'attentat du 4 août, prolongation des loyers, logements alternatifs, indemnisation, parce que ce sont les personnes les plus atteintes. On a 200 000 personnes actuellement qui ont été touchées à cause du 4 août. Deuxième grand point dans la durabilité sociale, c'est la citoyenneté et les droits des personnes. Donc avant tout, c'est édifier la citoyenneté et diffuser une culture des droits de l'homme et du respect des libertés publiques. Après, c'est éliminer toutes les formes de discrimination entre les citoyens dans les lois et leur mise en œuvre et intégrer tous les groupes. Obtenir l'égalité des femmes et des hommes, en particulier dans la loi sur la nationalité, et les impliquer les femmes dans la prise de décision. Combattre l'intolérance et la violence, en particulier la violence domestique, et promouvoir une culture de non-violence et d'acceptation de l'autre. Protection des enfants et des mineurs, surtout contre l'exploitation, le travail forcé et le mariage précoce. Garantir les droits des personnes ayant des besoins spéciaux, formation et consolidation de la relation entre le citoyen et le domaine public, offrir des espaces publics communs et des espaces pour les résidents,
Et dernièrement, c'est surtout promouvoir l'éducation officielle. Donc, avant tout, il faut fournir une éducation formelle obligatoire et gratuite pour le niveau intermédiaire, lancer une réforme globale de l'éducation et moderniser les écoles publiques et l'université libanaise. D'accord. Merci, Paola. On va passer à la durabilité financière, aux réformes financières. Comme nous le savons tous, pour financer tout ce programme, il faut absolument assainir nos finances et je pense que on ne peut plus ne plus faire un accord avec le Fonds monétaire international et imposer un contrôle des capitaux. Malheureusement, ce contrôle des capitaux aurait dû avoir lieu il y a 2 ans. C'est 2 ans et demi trop tard. Là, le cabinet est en train de négocier pour avoir 3 milliards de dollars de prêts du Fonds monétaire international, alors que pendant ces 2 années, nous avons gaspillé 20 milliards de dollars dans des subventions et soutiens tout à fait irrationnels qui ont fini dans les pays voisins. Allô? Donc, pour nous, il s'agit absolument que ce contrôle, que ces réformes ne se fassent pas aux dépens des classes moyennes. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes défavorisées qui ont encore des comptes dans les banques, mais il reste encore une masse monétaire qui appartient à la classe moyenne libanaise. Et toutes les réformes qui étaient préconisées avant, c'était de faire supporter le gros des dettes, soit à cette classe moyenne, soit alors entièrement au bien public, à l'État. Et donc, nous préconisons une distribution qui protège les classes moyennes et fasse assumer la responsabilité aux banques, aux gros déposants qui ont eu des intérêts absolument exorbitants, inédits dans le monde entier. Et certainement, on est contre la dilapidation des biens publics pour assainir ces dettes. Le deuxième point essentiel, c'est qu'il y ait un audit juriste comptable, un forensic audit de toutes les institutions de l'État et pas seulement de la Banque centrale, mais toutes les institutions où il y a eu du gaspillage. Je veux aussi ici rappeler que la sortie de la guerre en 90, on est sorti avec 1,2 milliard de dollars de dettes. C'est-à-dire qu'on a accumulé ces dettes reconnues aujourd'hui jusqu'à 60 milliards et probablement beaucoup plus pendant ces années-là. Et donc, le gaspillage a été énorme. Et l'autre, je vais dire, péché originel qui a été commis, c'était en 97, lors d'une réunion parlementaire. On a transporté la dette d'une dette publique en livres libanaises vers une dette en dollars. Et donc, nous subissons toutes les conséquences à ce jour. Je vais passer la main à Sarah qui va parler des réformes économiques. Oui, bonsoir à tous et merci de nous accueillir parmi vous. Je pense que la proposition de Madinati Beyrouth Madinati est innovatrice à 2 niveaux. Le fait d'avoir un regard vis-à-vis l'économie nationale différent. Dans le cadre de cette chute libre depuis 2 ans, je pense qu'il faut regarder l'économie et l'environnement en jumelage. Il faut comprendre que le capital, les 2 capitaux les plus importants par rapport à nous sont le capital social humain et le capital naturel. Donc le paysage de ce pays, l'écologie et la nature. Et c'est pas des mots, c'est pas de la vulgarisation, c'est vraiment le capital humain et le capital naturel que nous voulons mettre en place, justement pour proposer une vision économique nouvelle qui se base sur la justice sociale, comme argumenté par Paola et Nada, que ce soit au niveau des administrations, que ce soit au niveau de l'infrastructure du pays ou de la répartition des richesses, surtout dans le cadre de la dévaluation de la livre libanaise. Donc, nos propositions des politiques publiques
qui se base sur la production locale, la valorisation des industries locales, des industries créatives, creative industries, le secteur de la technologie, donc tout ce qui est tech, du tourisme agricole, du tourisme religieux. Donc nous savons que nous avons des sites religieux à ne plus en finir partout, depuis la Bekaa, dans le sud, dans le nord. Donc nous regardons vraiment l'environnement et l'économie ensemble. Nous proposons une liste de réformes légales. Donc nous avons une liste de lois, que ce soit des lois, des politiques existantes que nous voulons mettre en place à travers des décrets d'application. Par exemple, les lois une cour qui justement acte sur les registres où il y a un breach, donc qui monitor les problèmes donc, écologiques. Nous avons un regard critique sur tout ce qui est conseil, le CDR par exemple, conseil Majlis al-Mi' wal-A'mal, parce qu'on trouve que dans ces administrations, nous avons énormément de corruption et énormément de ressources perdues. Nous regardons également le système de taxation, donc pour revoir un système en vue de l'effondrement économique. Nous voulons revoir le SMIC. Aujourd'hui, avec la dévaluation, on ne peut pas considérer que le dollar équivaut à 1500. Donc, quel est le SMIC aujourd'hui? Quel est le vrai coût de vie? Donc, toutes ces données-là sont à revoir. Nous basons sur une vision économique circulaire, donc pour limiter la consommation et revoir un peu la production, revoir donc les dépenses des administrations, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tellement de dépenses dans toutes ces administrations, comprendre exactement où est le créneau de corruption, ancrer cette vision économique sur les richesses naturelles, comprendre les lois qui régissent les réserves naturelles et comment les restructurer si nécessaire, comprendre l'importance du Liban par rapport à la biodiversité, par rapport aux conventions internationales et comprendre comment aujourd'hui, même si on est dans une situation où le minimum de vie décente est à revoir, comment est-ce que nous pouvons intégrer la question sociale, environnementale dans ces politiques qui justement revoient le niveau de vie, parce que la santé publique est liée à l'environnement. Et donc en proposant une revisite des systèmes d'infrastructure, que ce soit l'eau, les égouts, l'eau potable, les transports, nous sommes en train à la fois donc travailler sur la durabilité sociale et le renfort entre les régions, sur la décentralisation politique et administrative et sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Donc on relie économie, culture, sociale et environnement. Voilà, donc je vais passer maintenant à la durabilité des institutions, qui est réellement la base, la structure pour pouvoir créer un État démocratique où les institutions fonctionnent, où le premier élément, c'est l'indépendance du système ou du pouvoir judiciaire. Pour rappel, ici, il y a une loi qui a été présentée au Parlement par 10 députés en 1997. Et cette loi est dans les tiroirs depuis. Il y a aujourd'hui une autre loi qui est proposée, qui est passée au Parlement, qui a été dépecée, qui a été défigurée et qui a été retournée, qui n'a pas été acceptée. Il est évident que sans un pouvoir judiciaire indépendant du système de l'exécutif
il nous sera absolument impossible de construire un État, d'édifier un État de droit. Il ne nous sera pas possible de venir au bout euh, de l'enquête du port. Il ne nous sera pas possible d'inviter ou d'attirer les investisseurs au Liban, et il ne sera pas possible d'avoir un redémarrage économique, ne serait-ce que modeste, s'il n'y a pas cette loi du pouvoir judiciaire indépendant. Donc, ça, c'est essentiel. Et avant de voter pour qui que ce soit, il faut s'assurer que ces gens-là vont porter réellement ce projet au Parlement. Même au niveau de la souveraineté. La souveraineté est un élément essentiel dans notre programme, mais une vraie souveraineté, pas des paroles et du lip service de la souveraineté. Parce que pour avoir la souveraineté, il faut renforcer les institutions de l'État. Parce qu'on ne peut pas plaider la souveraineté, c'est un duo. Il faut renforcer les institutions de l'État pour pouvoir exiger une souveraineté à tous les niveaux. Et aujourd'hui, si on prend le Hezbollah, qui est la personne dans cette république qui dérange le plus le Hezbollah? Qui est-elle? C'est le juge Bitar. Donc, c'est certainement le juge Bitar. Donc, si les souverainistes qui se disent souverainistes pendant toutes ces années et ces décades qui ont été au Parlement étaient sérieux au niveau de la souveraineté, la première chose qu'ils auraient dû faire, c'est faire passer une loi de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est aussi devenu évident pour tout le monde. Le 17 octobre, les gens sont descendus en masse pour dire le système confessionnel, la répartition confessionnelle est une répartition qui détruit le projet de l'État. C'est une répartition qui est contre la modernité et la construction de l'État. Et les gens l'ont senti, parce que ce processus confessionnel, il produit de la corruption, il produit de l'inefficacité, il produit de la négligence, il produit que les médiocres sont au poste plutôt que d'avoir les personnes les plus méritantes et les plus compétentes. Donc, il y a dans la constitution libanaise aujourd'hui que les personnes qui ont intégré l'État après la guerre ont décidé d'ignorer cette constitution. C'est ce document qui unit les Libanais, c'est un contrat social. C'est les personnes qui ont intégré l'État et qui ont malmené les institutions de l'État et le Liban ont décidé de négliger cette constitution et de ne pas l'appliquer. Et il y a des articles qu'il faut absolument appliquer, comme les articles 95 et 22, notamment l'article 95 qui dit on crée un parlement qui représente les Libanais en tant que citoyens et non pas en tant qu'individus appartenant à des communautés religieuses, et en parallèle pour tranquilliser les angoisses des communautés religieuses, parce qu'au Liban, toutes les communautés religieuses ont des sentiments de minoritaires et des sentiments d'angoisse. Donc pour les années à venir, on crée un Sénat qui peut représenter les communautés religieuses. Et ça, ce n'est pas une invention, c'est une chose qui existe depuis très longtemps. En Angleterre, il y a le House of Lords and House of Commons. Et au début, le House of Lords avait le plus de prérogatives, mais avec le temps, c'est comme un système de vases communicants. Le House of Lords, aujourd'hui, a presque pas de prérogatives et il est juste un peu décoratif. Donc ça, c'est essentiel. Sarah, elle a mentionné aussi dans la Constitution non appliquée la décentralisation administrative. Et nous préférons qu'elle soit la Markazi et Mouassa. Elle est venue dans l'accord d'État en tant que la Markazi et Mouassa. Je ne sais pas comment on dit en français, extensive. Et dans la Constitution, elle est la Markazi. Nous préférons qu'elle soit Mouassa, pour justement qu'il y ait une gouvernance de proximité et pour limiter autant que possible la corruption. L'ancien ministre Baroud a présenté un projet assez compréhensif avec des casas, 13 casas,
Bon, ça fait un moment déjà, il est à revoir, mais c'est un bon projet et un bon départ. Et bien sûr, au niveau des institutions, il est impératif qu'on sorte de l'ère de l'Empire ottoman et qu'on passe au digital dans toutes les institutions de l'État. Sinon, il nous sera presque impossible de rationaliser et de rendre ces institutions de l'État efficaces au service du citoyen. Voilà, moi j'ai terminé. Sarah, toi, tu veux y aller ou j'y vais tu veux y aller dans ton état des choses en ce moment? Oui, très rapidement, donc pour vous laisser le temps de poser des questions, juste pour rappeler qu'aujourd'hui, la loi électorale qui s'applique aujourd'hui divise malheureusement Beyrouth en Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, malheureusement. Donc la deuxième circonscription inclut le port, مزرعة مصيت بي راس بيروت دار المريسة مينة الحصن زقاق البلاط et Bachoura. Et la première inclut Saïfim, Dawar, Rmel et Ashrafiyeh. Juste pour dire deux petits mots aujourd'hui, et sûrement vous avez des questions qui portent sur ce sujet. En l'absence d'un des partis politiques, notamment le parti Moustaqbal, que se passe-t-il à Beyrouth 2? Que se passe-t-il parmi les votants, les citoyens? Moi, je voudrais proposer ceci. Je pense que pour la première fois depuis 30 ans, les Beyrouthins, Beyrouth Est, notamment, malheureusement pour le dire de cette façon-là, les sunnites de Beyrouth, ont le choix de repenser leur leadership, de sortir de ce clientélisme qui est relié à un zaïm, un parti politique, et de se poser des questions sur quelle vie voulons-nous, quel capital voulons-nous, quel est le rôle du membre, du député auquel nous voulons donner notre voix. Donc aujourd'hui, sur le long terme, je trouve que les listes qui se multiplient, peut-être ça fait peur à certains, mais je trouve que sur le long terme, nous sommes en train de créer une nouvelle vie politique avec un nouveau genre de leadership et basé sur des programmes électoraux, sur des critères de candidats-candidates, et on commence à s'éloigner du zaïm, du clientélisme et de la peur d'autrui. Donc voilà, j'aimerais terminer sur ceci. D'accord, merci Sarah. Moi, je vais juste dire deux mots concernant Beyrouth 1. Je sais qu'il y a eu une déception au niveau de la diaspora qui qui avait comme ça un rêve idéal qu'il y ait une liste. Pas seulement à Beyrouth 1, mais dans tout le pays. Et dans tout le pays, il y a au moins 2 ou 3 ou même plusieurs listes de tahrirines, de réformateurs, on va dire. À Beyrouth 1, nous avons beaucoup essayé. Pendant des mois, nous avons essayé de répondre à ce désir. Bien que nombreux de nos sympathisants et des personnes qui croient en Beyrouth Madinati nous ont dit, si vous vous mettez ensemble avec X, Y et Z, on ne votera pas pour vous. Parce qu'on pense que ce n'est pas le même projet politique, que ce n'est pas les mêmes pratiques politiques, que ce n'est pas la même vision politique. Malgré cela, nous avons insisté pour essayer de faire une liste. Et la liste, on avait pensé qu'il pourrait y avoir des critères d'évaluation des candidats lorsqu'il y a plus d'un candidat sur un même siège. Et lorsque les notes sont très rapprochées, on pourrait faire un débat et qu'il y aurait des juges indépendants qui pourraient trancher la question. Cette proposition n'a pas été acceptée. Et donc, il y a eu le résultat que vous voyez. Et nous, on a enregistré notre liste à la dernière minute à Beyrouth 1 et Beyrouth 2. Nos listes ne sont pas complètes. C'est parce qu'on n'avait pas l'intention de faire des listes seules. Ça, c'est une preuve évidente que nous n'avions pas l'intention de les faire. Maintenant, je pense que puisque nous sommes là et que personne ne va se retirer pour personne, je pense qu'il est important d'expliquer aux gens
qu'il faut absolument respecter le processus démocratique des élections et non pas de faire pression sur les uns ou les autres pour se retirer. Parce que d'abord, ce n'est pas légal de le faire. Et on a été appelé par des gens de la LADE qui nous ont dit, on a entendu qu'il y a des pressions pour qu'une liste se retire, et ça, c'est illégal. On leur dit, mais les gens ne savent pas que c'est illégal. Il a dit, il faut absolument dire que c'est illégal et que la LADE ne va pas accepter que ça passe comme ça. On dit non, on ne va pas se retirer, on va mener la campagne électorale jusqu'au bout. Je pense qu'il ne faut pas affoler et inquiéter les gens. Toutes ces listes-là, elles ont une très grande chance d'obtenir des hasil, je ne sais pas comment on dit en français, mais suffisamment de voix pour élire un député au Parlement, à condition qu'on appelle les gens à voter. C'est-à-dire que si on se met à faire peur aux gens, leur dire « Ah là là, il y a 2, 3 listes, c'est très grave ce qui se passe », bon, alors là, les gens vont être démobilisés. Et donc, il est important d'appeler les gens à voter. Et il est important que la diaspora ne se comporte pas en zaïm. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le zaïm ici du village, les gens du village viennent lui dire pour qui je vais voter. Et le zaïm leur dit, vous votez pour cette liste. Alors, si nous, on veut construire des institutions de l'État et pousser vers la démocratie, il faut laisser le choix à la diaspora parce que ces listes n'apportent pas la même valeur ajoutée. Chaque liste, elle a une valeur ajoutée spécifique. D'autant plus qu'il faut expliquer aux gens, et la plupart des gens ne le savent pas, que le système est proportionnel. Ce n'est pas un système électoral majoritaire. Donc, chaque liste peut obtenir le nombre de députés qu'elle peut faire élire en fonction des voix qu'elle a reçues. Donc, voilà, je pense qu'il faut encourager les gens à voter et il faut leur dire, voilà comment ça se passe. Vous choisissez une liste et il faut choisir une personne. Là, il y a le vote préférentiel, il y a le sorte d'ordile. On ne peut donner sa voix qu'à une personne sur une liste. Donc, c'est pas très difficile. Il faut que les listes, d'abord, que les candidats et les partis fassent leur devoir de communication et en même temps que la diaspora aussi aide les gens en présentant les projets politiques, les profils des candidats pour que les gens puissent voter, choisir une liste et un candidat sur une liste. Donc voilà, je vais terminer là pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup à vous trois pour votre présentation. Je vais peut-être me permettre de poser une seule question et ensuite laisser la parole aux uns et aux autres avec Hadi Farah qui va co-modérer avec moi. Je voulais vous poser quelques questions, excusez-moi si elles sont basiques. Est-ce que Beyrouth Madinati est devenu Madinati? Quel est le nom de votre parti? Je m'excuse. Oui, alors nous sommes comme on s'est étendu, on a 2 candidats dans les régions et à l'avenir, Beyrouth Madinati va s'agrandir petit à petit, doucement dans plusieurs régions. Donc, on est Beyrouth Madinati à Beyrouth et Madinati dans tout le pays. Donc, okay. on dit Madinati, Beyrouth Madinati. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et je voulais également vous poser des questions on va dire, qui peuvent nous permettre d'évaluer votre représentativité. Vous avez combien d'adhérents? Vous avez des sympathisants? Est-ce que vous avez des chiffres sur ce qui nourrit votre parti? Et pour l'actualité immédiate, vous avez des candidats qui se présentent. Vous avez combien de candidats qui se présentent? Oui, je veux bien. Beyrouth Madinati est un des partis qui, avec très peu de moyens, soulève l'enthousiasme de milliers de personnes qui ne sont pas directement affiliées, c'est-à-dire que ce n'est pas des membres qui votent à Madinati. Et nous, on a le plus petit budget sur tout le territoire libanais. Pourquoi?
parce qu'on n'a pas besoin de payer les sympathisants. Et je pense que ça, c'est la force de Madinati, de pouvoir qu'il y ait beaucoup de jeunes et de volontaires qui puissent adhérer au programme de Madinati. Quelle était la deuxième? Nous avons 5 candidats à Beyrouth 1. Alors, à part moi, il y a Léon Télévision pour le siège arménien orthodoxe. Écoutez, je suis désolée, mais c'est comme ça la loi. Tarek Ammar sur le siège grec orthodoxe. Pierre Jmeil, qui est avocat, à ne pas confondre avec Pierre Jmeil, qui est médecin, qui est FL. Pierre Jmeil est avocat, il défend avocat des droits de l'homme, et malheureusement, son frère est mort, est une des victimes du 4 août, donc il fait partie aussi de l'association des parents des victimes. Et nous avons Jacques Jendo sur le siège des minoritaires. À Beyrouth 2, tu veux dire, Sarah, qui on a à Beyrouth 2 ou Paula? Paula, vas-y si tu veux. Oui, on a Faisal Temraoui au siège sunnite, Sarah Yassine au siège sunnite, Nahida Khalil au siège chiite, moi au siège grec orthodoxe et Mahal Rassi au siège minoritaire. Je pense qu'on appelle ça. Rima Abou Shara, oui. Et pourtant, dans ma tête, c'est toujours elle la siège première. Druze. Druze, voilà. C'est pourtant une grande amie. C'est marrant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. Monsieur Saïd Ali, je crois que vous vouliez poser une question et après vous, Artémis. Oui, c'est-à-dire que les élections, surtout le mode du scrutin au Liban, l'élection se gagne suivant le mode du scrutin. Or, les programmes que vous avez présentés sont excellents. Moi, en 2016, j'avais voté pour Beyrouth Madinati qui avait obtenu autour de 18 000 voix venant de rien. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des gens ancrés dans la société. Par contre, là, je vois qu'à Beyrouth 2, il y a 9 sièges et vous présentez uniquement pour 4. Et je trouve que ça, c'est un peu faible du point de vue électoral. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir des listes complètes dans les 2 circonscriptions? Ça vous donnera plus de chances de parvenir à un résultat. En 2016, nous avons obtenu 32 000 voix et pas 16 000 voix. Comme je disais, maintenant, les listes ont été présentées, les candidats sont présentés, les listes sont présentées. À Beyrouth 1, on a 5 sièges sur 8 et à Beyrouth 2, on a 6 sièges sur 11. Je vais vous dire une chose. À Beyrouth 1, le système confessionnel est tellement destructeur. On a, par exemple, on avait 2, 3 excellents candidats sur un siège, par exemple, le siège maronite, et aucun candidat sur le siège arménien catholique. C'est complètement absurde, complètement. C'est-à-dire que même l'arménien catholique qui est sur l'autre liste, c'est quelqu'un qui est venu comme ça à la dernière minute parce qu'il fallait remplir. C'est pas quelqu'un qui va mobiliser ou qui va attirer le monde parce que c'est quelqu'un qui est venu rendre service. Et c'était pas du tout une personne, peut-être même 2 ou 3 candidats sur l'autre liste, c'est des gens qui sont venus rendre service comme ça à la dernière minute. Et ça, le problème, c'est le problème du système confessionnel. Parce que si ce n'est pas un système basé sur le mérite, on ne représente pas le mérite sur ces listes. On représente des confessions, comme si notre première et dernière identité dans ce pays, c'était une identité confessionnelle. C'est ça qui est tragique, alors que la Constitution dit qu'il faut dépasser tout cela, qu'il faut avoir un Parlement depuis 30 ans, hors représentation confessionnelle. Je ne sais pas si Sarah et Paula voudraient dire quelque chose sur Beyrouth 2 sur ce sujet. Alors nous, on a 6 sièges sur 11. Peut-être pour certaines personnes, ça fait peur de ne pas remplir le quota, les 11 sièges.
Mais par contre, on atteint un électorat assez nouveau pour nous. Il y a des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam qui commencent à s'intéresser à cette idée d'avoir des gens bien choisis, comme a dit Nada, la méritocratie. C'est pas juste remplir des sièges. C'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer des gens qui méritent d'être où ils devraient être et de les aider à y arriver. Donc, si on a 3 personnes sur la même liste pour se battre sur le même siège, vaut mieux avoir une personne par cette définition qui nous oblige à avoir par religion ou par secte et choisir une personne qui mérite vraiment. Parce que sur certaines, je pense qu'il faut avoir 4 sunnites, c'est ça? C'est 4 sunnites pour avoir la liste complète. 6, voilà. Donc c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est vrai. Je rajoute aussi très rapidement que vraiment cette loi redivise Beyrouth en Beyrouth Est, Beyrouth Ouest, sauf le port là qui est collé à Beyrouth 2. Donc on revient à West Beyrouth, East Beyrouth, comme le film de Ziad Douairi. La première chose à faire si nous arrivons au Parlement, c'est de revoir cette loi. Et pas 2 mois avant les élections, mais 4 ans avant les élections. Et je redis que l'idée n'est pas de remplir des sièges et des confessions juste pour les remplir. Et je rajoute que d'après les statisticiens et les experts en élection, il ne faut pas, c'est-à-dire l'unité est très importante pour agir et faire face à cette mafia et cette sulta. L'unité au Parlement est très importante, mais la diversité des listes ne veut pas dire la faiblesse des listes du changement. Et si on préconise avoir 3 ou 4 hawasil, donc ce qui est encore compliqué quand on décortique cette loi, on peut obtenir 2, 3 députés de 2 listes. Il ne faut pas uniquement penser que les 3 députés qui pourront réussir doivent parvenir. C'est comme si vous faites du loto et vous pouvez gagner 4 boules gagnantes. Il ne faut pas penser que les 4 boules gagnantes doivent venir du même lot. Désolée, je simplifie, mais c'est vraiment... ça m'a permis à moi de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, on fait un tir de 4 sacs. Donc, disons, de chaque sac, on a un gagnant. Donc, on fait un tirage de chaque sac. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le même tirage du même sac, si ça explique un peu mieux l'idée. Vous devez c'est-à-dire que à votre programme, parce que la loi n'est pas... Je pense que l'idée serait je veux juste ajouter à votre programme le fait d'unir Beyrouth en une seule entité électorale, ça, ce serait très bien. Oui, oui. Effectivement. C'est le cas pour la municipalité. Oui. C'est le cas pour la municipalité. La municipalité ne divise pas Beyrouth en deux districts et les sièges municipaux ne sont pas des sièges confessionnels, heureusement. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais en même temps, la loi des élections municipales est une loi majoritaire. Donc, il y a une seule liste qui gagne. Il suffit d'avoir un peu plus donc ce que Sarah a essayé d'expliquer dans ces 4 sacs, elle essaye de dire que la loi est proportionnelle. Donc, on peut faire un choix sur 4 listes, ou 2 listes, ou 3 listes, alors qu'au niveau de la municipale, la loi est majoritaire. Nous, on a obtenu 40% des voix, on n'a eu personne à la municipalité. Alors que si la loi était proportionnelle, on aurait eu 9 ou 10 membres à la municipalité de Beyrouth. Donc, malgré tous les problèmes de cette loi, la proportionnelle est une loi bien meilleure que la majoritaire. Et merci beaucoup, Artémis. Puis après Artémis, Alia, si vous souhaitez, et ensuite Ralph. Allez-y. Artémis, on vous écoute. Bonsoir. D'abord, je vais féliciter cette jeunesse parce que notre seul espoir, c'est vraiment cette jeunesse qui n'est pas comme tous les anciens. Bref, j'ai été vraiment intriguée aujourd'hui lorsqu'une personne avait mis sur Facebook comme quoi on lui a demandé de se retirer pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Alors,
Est-ce que c'est légal? Juste une question, est-ce que c'est légal? Bien sûr que ce n'est pas légal. Personne n'a le droit d'interdire. On est en démocratie, même si on croit que non. Il y a quand même c'est un pays démocratique, le Liban. Donc, c'est impossible de pousser les gens. C'est complètement illégal de pousser les gens à se retirer, à donner la place à quelqu'un d'autre. Tout le monde est à chance égale. On a tous le droit de se présenter. Et je ne vois aucunement comment un de nous peut dire à l'autre, toi, non, ça va pas, dégage. Non, personne n'a le droit de dire cela. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. Ce que j'ai entendu, là, ça a été vraiment mis dans le truc, comme quoi ils ont proposé à une personne d'une liste bien déterminée de se porter malade, etc., et de se retirer et de laisser la place à quelqu'un d'autre. La légalité, pour moi, normalement, ne devrait pas accorder la possibilité à quelqu'un d'autre de prendre la place. Si elle veut se retirer, cette personne va se retirer, tant pis pour elle. Il y aurait dans la liste un peu moins de représentants. Donc, tant que ce n'est pas légal, vous me rassurez. Donc, il n'y aura pas de pression. Légalement, Artémis, légalement, le délai pour retirer la candidature est bien passé. Donc, légalement, à moins que voilà, la personne souhaite moralement déclarer autre chose, mais légalement, ceci n'est pas possible. C'est parfait. Donc là, je suis rassurée dans ce domaine. Deuxièmement, moi, ce qui me faisait le plus peur dans cette diversité de listes d'indépendants et des jeunes qui vont reprendre un tout petit peu la place de ces vieux corrompus, ce qui me fait le plus peur, c'est que il faudrait que les gens puissent expliquer aux gens qui veulent, par exemple, une liste. Supposons dans la liste, il faudrait mettre ces jeunes en tant que préférentiels. Si on ne les met pas en tant que préférentiels, ils n'arriveront jamais. Ce serait toujours la tête de liste qui passera. Et ce qui est le plus important aussi, c'est d'avoir le maximum pour avoir au minimum un député, disons 10 députés, pour pouvoir présenter des projets de loi. Parce que s'il n'y a pas 10 députés, vous ne pouvez pas proposer les lois. Et il est très important aujourd'hui d'avoir toutes les lois pour pouvoir réussir ce que vous allez faire, parce que vos programmes sont excellents. Bon, on ne peut pas les faire en un jour ou deux, ni même pendant les 4 dernières prochaines années. Vous aurez beaucoup de mal. Artémis, pardon, quelle est la question, s'il te plaît? Mais voilà, la question est toute simple. Normalement, il faudrait voir avec les autres listes de telle façon à ce que vous puissiez, liste indépendante, j'entends, pour que vous puissiez au moins mettre tout le paquet pour avoir 10 députés. Si on n'a pas 10 députés, on ne peut présenter aucun projet de loi. Voilà, c'est tout. La question, est-ce que vous êtes prêts à négocier avec les autres listes? Merci. Négocier quoi? Négocier pour essayer de se mettre d'accord. Dans chaque liste, le préférentiel, la voie préférentielle irait à tel, pour que les gens qui veulent vous soutenir puissent avoir au moins le hassil pour un député de votre liste. Les gens votent pour une liste et puis votent pour une personne dans cette liste. Ils sont obligés de mettre le sort de tafdili. Et le sort de tafdili, voilà, c'est lui qui passera s'il y a le hassil. Et c'est pour cela que ce serait bien de vous mettre d'accord avec toutes les autres listes des indépendants pour que vous puissiez, pour que les gens qui vont voter puissent tous mettre le même nom tafdili pour pouvoir avoir au moins 10 députés qui sont indépendants. Madame Est-ce que vous êtes prêts à négocier avec les autres? Vous ne pouvez pas voter pour une liste et choisir un vote préférentiel dans une autre. Non, mais c'est à vous. Mais pourquoi ils doivent se mettre d'accord avec les autres listes? C'est pas clair votre question. Non, je vais vous dire.
il y a la liste de Madinati, disons, numéro 2, d'accord? On se met d'accord lorsqu'on est en train d'essayer de convaincre les gens à voter pour eux, de leur demander que le sort de Tafdili devrait être à telle personne, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de listes d'indépendants. Il n'y a pas une seule pour que tout le monde vienne voter pour elle. Moi, je Ok, j'ai compris, j'ai compris, madame. Oui, Artemis, je vais vous dire une chose. D'abord, à Beyrouth Madinati, on n'a pas de tête de liste, ça c'est un. Deux, pour nous, n'importe quelle personne qui va passer, peu importe le nombre de voix c'est-à-dire que c'est pas important qui a le plus de voix dans cette liste. Nous travaillons tous ensemble pour que la liste obtienne un maximum de voix. Et en fait, ça dépend des autres listes qui ont gagné sur les autres listes. C'est un peu compliqué cette fois électorale, mais je vais vous dire une chose. Nous, on est une équipe cohésive, une équipe solidaire. Sarah et Paula sont sur la même liste. Elles ne travaillent pas l'une contre l'autre, elles travaillent l'une avec l'autre. Et certainement. Voilà. Certainement, Merci. je comprends. Mais ma question était de on va vous mettre passer. d'accord avec Pardon, les autres. pardon, Artemis. Artemis, il n'y a pas de raison de se mettre d'accord. Pardon, on va passer à Alia. Alia, vas-y. Oui, merci Hadib, merci aux filles, je vais dire ça comme ça, parce que ce sont les filles qui ont présenté aujourd'hui. Donc pour vous, et j'ai une idée pour votre programme, parce que votre programme est extraordinaire, je trouve qu'il est extrêmement moderne, il nous fait rêver, et puis il est très bien ficelé, il aborde toutes les questions qu'on se pose. Donc ma question est la suivante. Quelle campagne de terrain est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous allez vraiment au contact des gens? Parce que nous, on suit tout ça à travers les réseaux sociaux et on voit beaucoup de très belles idées, de très belles vidéos, mais je voulais savoir quel accueil vous avez, notamment dans les classes les plus populaires. Je ne veux pas dire que votre programme est intellectuel, mais il y a beaucoup d'idées très innovantes et qui me semblent être presque un peu en avance sur le temps dans lequel on est au Liban. Donc, quelle est votre campagne de terrain et quel est l'accueil que vous avez, notamment dans les quartiers les plus populaires? Merci. Je vais me permettre je vais dire 2 mots pour Beyrouth 1, puis laisser Paula et Sarah parler pour Beyrouth 2. Et nous avons un vrai problème à Beyrouth 1, c'est que les habitants, les personnes qui votent à Beyrouth 1 n'habitent pas à Beyrouth, à Ashrafieh et dans ces quartiers-là. Bon, ça c'est un vrai problème. Ils sont un peu éparpillés, soit à l'étranger, soit dans le reste du pays. Donc, si tu veux, si tu te promènes à la place Sassine, sur 10 personnes, tu vas rencontrer une seule personne qui vote à Beyrouth. Donc, c'est très bien de rencontrer les gens, même les gens qui ne votent pas à Beyrouth, mais ça, pas en période électorale. Donc, ça nous a un peu, comme ça, un peu restreint notre action. Donc, il faut travailler autrement. Maintenant, dans les quartiers populaires, les gens sont d'une gentillesse incroyable. Dans les quartiers populaires, c'est là où les gens sont le plus gentils, le plus ouverts, le plus aimables, le plus accueillants. Et donc, même si nous, clairement, on n'appartient pas à la classe populaire, ni Paula, ni Sarah, ni moi-même, ici, on ne va pas se raconter des histoires, mais les gens sont extrêmement gentils et nous reçoivent avec générosité, avec intérêt. Donc, le contact, moi, j'adore le terrain. J'ai quitté l'atelier, je fais des installations dans des espaces publics parce que j'adore être avec les gens et parler aux gens, être en contact avec les gens. Et c'est le moment le plus agréable pour moi de la campagne électorale. Malheureusement, à Beyrouth 1, c'est assez limitatif vu la quantité de personnes qui habitent là, mais qui ne votent pas là. Donc, mais je vais passer la parole à Sarah et Paula. Juste une petite... Ah, vas-y, Paola. En fait, ce que je voulais dire à Alia, c'est que nous, on est très sur le terrain, on est très dynamique. Sarah, elle est tout le temps en train de se promener à Hamra. Moi, je descends tous les jours, je fais tout Beyrouth, j'adore me promener à pied. Et on rentre dans des quartiers où les gens nous accueillent parce qu'on est justement des femmes. On est surtout, nous trois, on a été, depuis la Révolution, on était dans la rue, même si peut-être certaines étaient, on les voyait un peu moins, mais on était, toutes les femmes de Madinati étaient présentes.
pendant tout le temps et après le 4 août, pareil. Donc, il y a quand même une affinité avec plein de gens dans des quartiers très populaires qui nous reçoivent à bras ouverts. On a des gens qui nous contactent à travers les réseaux sociaux, des inconnus du monde entier qui votent au Liban ou qui ont leurs parents qui votent encore au Liban, qui sont inscrits dans leurs ambassades et qui sont tellement ravis de voir des visages qui leur ressemblent. C'est rafraîchissant et on a surtout, c'est organique. C'est vraiment, ça se passe de manière très naturelle. Et chacun nous téléphone en nous disant, nous sommes une famille de 10, on vote pour vous. Nous sommes une famille de 60, tout l'immeuble, tous mes cousins vont voter pour vous. Donc ça se fait comme ça en fait. Et on est en train d'aller les voir. Maintenant, surtout avec les fêtes entre Pâques et le Ramadan, c'est une occasion. Mais nous, contrairement aux zaïms et aux partis traditionnels, moi je passe mon temps chez les gens et je n'aime pas mettre ça. Peut-être c'est contraire à la mode des élections, mais je n'aime pas mettre sur mes réseaux sociaux les dîners, les iftars et les petits déjeuners auxquels je participe. Je trouve ça, c'est du racollement pour moi. Bon, comme Hadi et Karine, certains me connaissent, ça va contre mes principes d'éducation de racoler les gens à travers les réseaux sociaux. Mais bon. Oui, je voulais juste rajouter que une des premières choses à faire aussi, c'est d'abaisser l'âge de vote à 18 ans. Aujourd'hui, on a l'âge légal qui commence à 21 ans. Je suis prof à l'EUB et à l'USJ et j'ai des élèves qui me disent on veut voter mais on ne peut pas voter. Donc, tu nous promets de changer la loi dès que tu es au Parlement. Donc, ça, c'est une chose à faire. Personnellement, je peux parler de mon expérience personnelle. Je suis urbaniste, paysagiste, donc la ville, je la connais par cœur. Je me promène partout dans Beyrouth depuis une vingtaine d'années, même les quartiers qui font peur à certains. J'y vais avec cœur ouvert et introspection et curiosité. L'expérience personnelle que j'ai eue le 17 octobre, pendant 2 ans, je n'ai pas quitté la rue, je me suis blessée au pied, également dans des manifs. C'est-à-dire que les conflits qu'on voyait dans la rue, notamment par exemple les conflits de Khanda Al-Rami sur le ring, c'est des conflits qui sont complètement fabriqués par les zaïms. Rester le soir à Khanda Al-Rami, je voyais les gars qui étaient avec nous dans les manifs, qui nous chuchotaient, s'il vous plaît, continuez parce que nous, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se faire prendre en vidéo, mais nous, on est avec vous. Donc, je pense que vraiment, toute la ville, tout le pays, personnellement, je reçois des mails et des contacts de personnes qui ont quitté leur parti politique parce qu'ils en ont eu marre, parce qu'ils trouvent que voilà, c'est une chance pour changer et qui m'invitent chez eux à la maison pour les rencontrer. Donc, j'y vais toute seule en basket. Et voilà, je vais à la rencontre des gens. C'est comme ça que je fais ma campagne. Il faut savoir que malheureusement, on n'est pas aidé par les médias au Liban. Donc, si vous avez des collègues, des amis dans les médias, des journalistes, même les influenceurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne vais pas dire le nom, quelqu'un m'a demandé $5,000 pour figurer de 6 minutes sur Instagram et 10 minutes sur YouTube. Et ce n'est même pas les médias officiels. Donc, on est vraiment combattu et pour moi, c'est la peur. La peur des médias parce que les médias sont connectés avec ces zaïms, avec la Sulta. Donc, si le pouvoir, si l'État, si cette classe corrompue n'avait pas peur de nous, citoyens, en diaspora et au Liban, on aurait vu vous savez, là, les portes en béton qu'ils ont mis autour du Parlement, elles existent toujours. Donc, si nous ne présentions pas une vraie peur, je pense qu'ils auraient enlevé ces barrages et qu'ils auraient ouvert le Parlement. Aujourd'hui, ils se réunissent à l'UNESCO, qui est complètement pas constitutionnel et pas légal. Et à chaque fois qu'on a une manif, là, il y a 2 semaines, il y avait une manif pour justement ne pas leur permettre d'ajourner les élections municipales. Et si je vous raconte, pour arriver à la manif, on n'a pas pu accéder au quartier Verdun. Toute la partie depuis Hamra à Ramnet el-Baïda était encerclée par des mukhabarat et des machins. Et c'est les mêmes gars qu'on voyait nous tabasser, les Haras al-Majlis, la sécurité du Parlement, qui venaient nous tabasser les soirs durant les manifs. Donc, ces gens-là ont peur. Pour moi, ils sont finis.
Malheureusement, c'est une gangrène qui est entraînée partout, à tous les niveaux. Et on commence par couper les liens entre cette gangrène pour justement renouveler pour renouveler la politique. Et vous savez, beaucoup de gens me demandent est-ce que tu vas nous ramener de l'électricité? J'essaie d'expliquer que le rôle d'un député n'est pas de ramener l'électricité. Le rôle, c'est de régir des lois, d'écrire des lois et de contrôler l'activité du gouvernement qui, lui, à travers des ministères, ramène l'électricité, reformule certains secteurs et que nous, en tant que députés, on est là à donner la confiance ou pas et à nommer le président du conseil du gouvernement. Donc, il y a l'éducation politique à faire aussi, je pense, sur les 10 années à venir. Merci, Sada. Réponse super complète. On va passer. Permettre 2 secondes une idée. Moi, il y a une idée, comme vous avez parlé du vivre ensemble au début, et je pense que c'est un point essentiel au Liban. Un Erasmus entre des élèves au Liban, je pense que ce serait quelque chose de formidable à faire, c'est-à-dire d'obliger, entre guillemets, des enfants issus de régions différentes à aller passer 15 jours dans une école d'une région différente et dans une famille d'une religion et d'une culture différente pour se rendre compte qu'au final, on est tous heureux ensemble. Absolument, Alia. Dans notre programme éducatif, un échange entre les écoles publiques et les écoles privées est prévu. Merci. On va passer à Alita. Bonsoir. Je crois que vous avez évoqué au début une volonté d'agir sur l'égalité homme-femme et notamment sur la loi sur la nationalité. Alors effectivement, nous avons malheureusement au Liban un droit de la nationalité vétuste qui néglige, à mon sens, toute notion de citoyenneté libanaise, puisque la loi empêche notamment les femmes libanaises de transmettre la nationalité à leurs enfants. Sauf évidemment lorsque le président décide d'user de son pouvoir discrétionnaire. On le voit depuis des années, ce droit est difficile à faire évoluer. Je crois qu'il y a un vrai manque de volonté. Donc, ma question est la suivante. Si vous êtes élu demain, comment, de manière très concrète, comptez-vous vous y prendre pour obtenir l'extension du droit à la nationalité pour les femmes libanaises? Écoutez, si on est élu demain, notre devoir est de coopérer avec les 128 députés afin de faire passer tous nos projets de loi. Nous avons une longue liste de projets de loi à faire passer, de lois à amender. Cette loi-là, la loi de la nationalité, est sous le chapitre des lois à amender. Et ce qu'il faut ajouter, c'est très facile. Il faut mettre un wow, un et. C'est-à-dire que la loi dit que l'homme libanais passe sa nationalité à ses enfants. Il faut mettre juste l'homme libanais et la femme libanaise. Il faut ajouter 2 mots. Passe la nationalité à ses enfants. Cette loi, telle qu'elle est, elle est anticonstitutionnelle. Parce que l'introduction de la constitution libanaise dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous allons faire du lobbying, nous allons nous mobiliser. Comme ils disent les Américains, we are going to raise hell in the parliament. On va pas se laisser faire et on va mettre tous nos pouvoirs juridiques et constitutionnels. On va faire du lobbying et de l'éducation à travers tout le pays. Et on va aussi tranquilliser les angoisses, parce qu'il faut le dire, il y a des angoisses fabriquées, je vais dire. Il y a des angoisses de communautés chrétiennes, de communautés druzes, qui se sentent encore plus minoritaires que les minoritaires. À mon sens, tout le monde est minoritaire dans ce pays. Et ce qui est le plus minoritaire, c'est l'État et l'État de droit. Donc, il faut sécuriser. Il faut travailler d'arrache-pied. Il faut dire qu'on ne va pas se résigner et qu'on est là pour faire passer cette loi. Et je rajoute aussi que d'après des sources, nos whistleblowers, donc tous nos amis, collègues qui ne peuvent pas se dénoncer parce qu'ils travaillent avec les administrations, me racontent à moi, enfin depuis que je fais ma campagne, me racontent comment les comités parlementaires, l'hygiène et l'IEBI fonctionnent. Premièrement, elles n'ont pas de nizam défilé, donc il n'y a pas un code qui régit leur travail. C'est le bazar complet. Ils passent des heures
dans des réunions futiles à discuter si le gingembre est une plante ou une racine. Donc, le bazar, il y a des choses que je suis en train d'entendre. Tout ce bazar-là est à refaire et il faut créer dès notre arrivée un nizam dakhili la Majlis al-Nouab. Donc, aujourd'hui, il y a des membres du Parlement comme par exemple la députée Jamali qui est de Tripoli, qui est toujours membre du Parlement, mais qui habite depuis 2 ans ou 1 an et demi à Qatar ou à Dubaï. Donc, elle ne vient plus aux réunions. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment établir un système interne pour régir le règlement et le fonctionnement de ce Majlis al-Nouab. Et il faut que les citoyens aient accès aux meetings, aux minutes of meeting. Aujourd'hui, il y a un brouillard total. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a que ces journalistes qui parfois sont proches de certains politiciens qui nous donnent des scoops et du gossip. Mais nous, on veut arriver à ce que le citoyen et la citoyenne aient accès au registre de réunion pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qui n'a pas signé, comment on a su, nous, les activistes, qui n'a pas signé pour soulever les immunités? Parce qu'on avait des gens à l'intérieur qui nous ont dit, aujourd'hui, on a le droit de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et même si on est une personne qui est brave et courageuse, il y aura une dizaine et des milliers qui sont à l'extérieur en train de l'attendre et de protester. Donc, il y a nous, on n'est pas des gens on vient pas de nulle part, on vient de la rue, des mouvements de protestation. Et on est là pour justement être la voix à l'intérieur et on a le backup qui est à l'extérieur. Donc, on ne doit pas oublier ce pouvoir-là. Oui, absolument. Il faut faire cette réforme de la structure, du fonctionnement du Parlement. Aussi, nous avons un projet de rendre les réunions des Ligènes et le Parlemanier en direct à la télévision. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays démocratiques, ces réunions sont transmises. On peut faire une chaîne sur les social media où il y a une caméra qui transmet tout le temps pour que les gens puissent assister s'ils le veulent. Et en parallèle, les registres qui inscrivent les discussions les décisions et les points de débat. Absolument, il faut pousser pour une transparence totale. De la même chose, au niveau de la transparence totale, me vient l'idée maintenant que nous allons demander de soulever l'immunité parlementaire pour les députés de Madinati. Nous allons faire une déclaration de patrimoine pour les députés de Madinati. Comme ça, en sortant, si on a atterri avec $1,000 et on est sorti avec $10,000, on peut justifier de comment on a gagné ces $9,000. S'il n'y a pas de justification, il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des commis de l'État qui ont déconstruit des palais horrible, d'un parfait mauvais goût, mais ne serait-ce qu'à des coûts de millions de dollars, alors que leur salaire ne représentait même pas $1,000 le mois. Donc, min aina laka hada? Voilà. Alors, merci. On a encore une question, mais juste avant, on est déjà à 21h, 2h de Beyrouth. Si ça ne vous dérange pas, on va faire une prolongation jusqu'à 21h15 ou 22h15 heure de Beyrouth, ça vous va? D'accord. Du coup, on peut prendre la question de Alia, puis celle de Hadi. Oui, bonsoir à tous. Rapidement, en fait, c'est une question, c'est pour faire la suite de la question de Rita sur aussi tout ce qui est ahwal sharsi, c'est-à-dire les divorces, les gardes d'enfants, tout ce qui régit comment les ahwal sharsi et comment vous comptez vous y prendre. Évidemment, la nationalité au tout début, mais toutes les questions de garde d'enfants aussi qui sont avec les tribunaux religieux et toutes les questions de divorce et puis voilà tout ce qui a trait à ce sujet-là. Comment vous comptez vous y prendre? Merci. Vous savez qu'il y a l'article 9 de la Constitution qui donne le droit aux communautés religieuses de légiférer au niveau des statuts personnels. Et pour changer une loi, un article de la Constitution, il faut les 3/4 du Parlement. Donc, nous préconisons
de ne pas suivre ce chemin. C'est-à-dire, nous préconisons, nous disons statut personnel civil optionnel. Et dans ce cas-là, il faut une majorité simple au Parlement pour faire passer ces lois. Parce que si on s'entête à dire statut personnel civil obligatoire, moi je dis bonne chance. On est parti pour les 50 prochaines années. Il nous faudra changer, il faudra avoir 128 personnes comme nous ici au Parlement pour qu'on puisse changer l'article 9 de la Constitution. Et ce n'est vraiment pas demain, la veille, que ça aura lieu. Donc, on fait avec ce qui est possible. On donne une option aux citoyens et il faut absolument répandre l'éducation, expliquer aux gens et aux femmes surtout que leurs droits sont lésés quand elles ont recours aux tribunaux religieux. Voilà. Merci Hadi, à toi. Merci Nada, merci Paola, merci Sarah pour votre présentation et surtout pour votre engagement en fait et tout ce que vous donnez pour construire un nouveau Liban. Effectivement, votre programme fait rêver. En fait, aujourd'hui, tous les Libanais qui ne se reconnaissent pas dans les partis au pouvoir, je pense qu'ils sont extrêmement déçus, comme vous le savez aussi, par l'éclatement des partis de l'opposition. Ce qui fait que beaucoup ne se sentent plus vraiment concernés, notamment par les élections, n'iront pas voter, ou peut-être même voteront pour des partis traditionnels, l'opposition n'ayant pas eu cette visibilité nécessaire. Ne pensez-vous pas important de faire aujourd'hui des concessions avec d'autres groupes et faire en sorte de vous unir pour ne présenter qu'une seule liste ou réduire le nombre de listes qui nous a quand même assez surpris, même si on s'y attendait un petit peu. Un exemple évident me vient à l'esprit, celui par exemple de Tahaluf Watani avec Paola Yaoubian, que nous avons reçu ici à Tchèche-Libanon aussi, et que nous avons écouté. Honnêtement, je vois très peu de différence entre vos programmes. Comment est-ce possible d'imaginer deux listes avec des programmes aussi proches? Quand on voit aujourd'hui, par exemple, tout récemment, encore hier, les rapprochements qui se font pour pouvoir élire un seul candidat à la présidence française, à travers des partis qui ont des programmes vraiment radicalement opposés, mais ils sont obligés de faire des concessions pour espérer gagner. Alors, quelle est votre position par rapport à ça, sachant que, et je termine ici, on vous aurait demandé de vous retirer en faveur de telle ou telle liste. Qu'en pensez-vous? Sarah, tu veux prendre ça? Tu aimes bien répondre à cette question, toi. Oui, premièrement, je rappelle les grandes lignes. L'union fait la force, mais l'union avec qui? Pour reprendre la question de Alia, est-ce que s'unir avec des candidats ou des candidates qui ne veulent pas le changement de la loi du statut est une vraie union? Est-ce que ça, c'est des candidats du changement qu'on aimerait faire parvenir au Parlement? Est-ce que c'est des candidats qui ne veulent pas soulever le secret bancaire? Donc, je pose la question à vous, diaspora. L'union, mais quelle concession à faire? Donc, comme Nada l'a dit, depuis décembre 2020, nous avons établi un système de critères de sélection, de débat public pour justement proposer une nouvelle façon de pratiquer la politique. Et nous avons trouvé que la révolution du 17 octobre et ces élections-là, et c'est des élections historiques. Malheureusement, on a été surpris par les décisions de dernière minute. Et comme j'ai déjà expliqué, le fait d'avoir deux listes ne réduit pas le nombre de chances pour l'opposition d'avoir des députés. Donc, si les 4 sièges gagnants sont les sièges X, Y, Z et A et B, gagner ces sièges d'une seule liste, donc
Donc, si vous avez 4 sièges potentiellement gagnants, vous pouvez gagner 2 sièges d'une liste, 3 sièges d'une liste et le 3e d'une autre. C'est comme le tirage de boules pour des boules gagnantes. Donc, ça, c'est, je pense, un manque de compréhension de la loi existante et du hasil et du fait que c'est pas la majorité à chaque fois. La majorité est recomptée selon le nombre de votants. Aujourd'hui, en 2022, on a 3 incertitudes. La première est que c'est la première fois où on vote avec la même loi 2 fois d'affilée, donc la loi de 2018. Deuxièmement, on a 240 000 Libanais en diaspora qui se sont enregistrés pour voter. Troisièmement, on a 51% de la population qui n'a pas voté en 2018. Donc, on a de grandes inconnues. Basé sur ces inconnus-là, on ne peut pas venir dire que ce candidat est mon candidat préférentiel parce qu'il y a des calculs qui se refont. Donc, disons, vous avez 2 listes. La liste gagne 11 000 voix et une autre liste gagne 10 000 voix. Le hasil à obtenir est 10 000. On ne peut pas aujourd'hui venir dire que ce siège-là risque de gagner si on dit aux gens de voter pour ce candidat-là. À chaque fois qu'il y a un siège qui est occupé, le hasil est recompté. Donc, c'est vraiment un calcul très compliqué à expliquer. Et c'est une loi qui a été fabriquée par ces gens-là pour nous faire perdre et pour nous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir réussir. Donc, ce que je peux dire pour conclure, c'est qu'il faut voter en masse et voter pour la liste et le ou la candidate dans la liste qui porte votre vision pour ce pays. Sarah, tu as certainement raison, pardon. Excuse-moi, juste un petit commentaire. Je ne suis pas du tout expert dans la loi électorale libanaise et je suis tout simplement un citoyen qui essaie de voir et d'avoir une certaine lecture et de comprendre ce qui se passe et qui se présente au niveau de l'opposition au Liban. Le fait d'avoir plusieurs listes crée une confusion et certainement ne fait pas passer le message d'union dont la diaspora et dont le citoyen libanais a besoin. Donc je ne suis absolument pas d'accord avec cette lecture purement comptable que vous faites sur la possibilité d'être élu à travers plusieurs listes. Nous avons besoin de sentir qu'il y a une union de l'opposition. Les autres, ils se tirent des couteaux dans le dos et par contre, ils savent s'unir quand il s'agit de loi électorale. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils savent que de cette façon, ils vont pouvoir quand même gagner et créer des alliances qui vont les amener au Parlement. Donc, je pense vraiment qu'il est nécessaire, et j'espère que ces élections serviront de leçon pour les prochaines, dans 4 ans, c'est bientôt, pour avoir quand même un minimum de cohésion et d'union entre les listes. Malheureusement, c'est une union de forme uniquement, Hadi, si je peux. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça. Non, mais juste permets-moi de continuer. Aujourd'hui, quand l'opposition, quand différents partis en France s'unissent pour élire un seul président, etc., oui, c'est pour la forme. Ils ont des programmes. Oui, mais là où tu es en train d'élire pour les présidentielles, à la fin, tu es en train d'élire une personne. Aujourd'hui, tu es en train d'élire 128 personnes qui doivent, quand elles arrivent au Parlement, être d'accord sur un programme. Parce que si ces personnes-là ne sont pas d'accord sur un programme, tu ne vas jamais avoir les 10 membres du Parlement pour faire arriver les lois. Tu ne seras jamais d'accord sur tout le programme. Vous pourrez avoir un socle commun pour un minimum de programmes. On ne peut pas être utopiste et idéaliste jusqu'au bout. C'est quelque chose qui n'est pas possible en politique. En politique, on sait qu'il faut faire des concessions. Sinon, on ne fait rien et on n'arrive nulle part. Je peux peut-être donner un exemple, Hadi. Ce n'est pas vrai partout que les mafieux se mettent ensemble. Et eux, s'ils savent quelque chose, ils savent faire des calculs électoraux, comme tu viens de dire. Et très précisément, à Beyrouth 1, les forces libanaises sont sur une liste et les Kataeb sont sur une autre liste. Donc, si cette logique que tu viens de présenter était la seule logique valable, on aurait vu ces messieurs se mettre ensemble. Donc, ce n'est pas... Il y a une... Je t'entends, Hadi, et j'entends d'autres personnes, et je sens qu'il y a comme une dictature de la liste unique. Et je pense que ça, c'est antidémocratique, franchement.
ce n'est pas du tout comme ça qu'on va reconstruire le pays. Il y a sur l'autre, aussi, il y a une chose, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième élément qu'il faut noter, il ne suffit pas d'avoir un slogan réformateur. Il ne suffit pas d'avoir un programme réformateur. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une pratique réformatrice. Et donc, quand il n'y a pas cette pratique réformatrice, on ne peut pas faire confiance à ces personnes qui ont le slogan, le programme, mais dans la pratique ne l'ont pas. Donc, vous pouvez nous faire confiance. On a vu ça de très près et on a vu que ce n'étaient pas ces personnes-là avec lesquelles on voulait entrer au Parlement. En plus, sur ces listes-là, il y a des personnes qui ont un passé, qui ont facilité des accords entre un parti et entre les Aounistes et le Hezbollah. Est-ce que ces personnes-là, une fois au Parlement, vont vraiment défendre l'indépendance du système judiciaire? Est-ce que ces personnes au Parlement vont défendre le juge Bitar? Est-ce que ces personnes au Parlement vont défendre l'enquête du port jusqu'au bout? Est-ce que ces personnes au Parlement vont aller voter pour qu'on puisse obtenir une souveraineté sur les armes du Hezbollah? Moi, Hadi, je vais te dire que j'ai des doutes. Et si j'ai des doutes, je ne vais pas embarquer le peuple libanais sur ces aventures-là. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de faire une liste seule. Merci Nada. Alors, il y a 2 nouvelles questions. On a déjà dépassé l'horaire. Si ça vous dit, on les prend, sachant qu'il faut conclure ensuite. Oui, c'est les dernières questions. Moi, je dois partir. Alors, c'est à Claire, avec caméra si c'est possible. Oui, voilà, c'est bon. Oui, je voulais déjà vous remercier de toutes ces interventions enrichissantes et intéressantes. Je voudrais savoir qui veut le changement au Liban. Moi, je suis un petit peu comme Hadi, je ne connais pas trop la politique libanaise, je ne suis pas sur le terrain, mais qui veut le changement au Liban? Est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a soulevé un petit peu la population d'une façon, je ne parle pas de Saoura, mais je parle plus sur toutes ces questions-là de profondeur, sur votre programme, sur comment s'y prendre pour y arriver, si jamais vous êtes élu. Comment vous embarquez avec vous la population? Parce qu'il y a beaucoup de personnes au Liban qui ne s'intéressent plus du tout à la politique, qui n'y croient plus, et en fait, quand ils vont voter, ils vont aller dans un clivage politique existant traditionnel. Parce que là aussi, je peux donner un exemple de la France, et je ne cherche pas à comparer, mais en France, malgré un mandat de Macron qui n'est ni de droite ni de gauche et estimé de droite par la gauche et de gauche par la droite, même là, les gens n'arrivent pas à accepter qu'il n'y ait plus de clivage gauche-droite. Donc, moi, ce qui m'interpelle, en fait, comment le Libanais peut dépasser le fait de raisonner avec ses propres intérêts, parce qu'il est obligé de le faire comme l'État inexistant. Et puis comment dans la pratique, parce que comme vous l'avez dit, Nada, c'est dans la pratique que les choses vont se faire, comment vous allez faire sans avoir peut-être des accords, mais sur des sujets bien précis. Je ne sais pas pourquoi vous dites Pardon, Claire, pardon, on va abréger la question si c'est possible. Voilà. Je pense qu'elle est claire. On va écouter Nada, Paola et Sarah. Moi, je pense que tout le monde vote par émotion, par peur ou contre quelque chose ou pour quelque chose. C'est-à-dire que j'ai assisté à l'élection, j'ai eu la chance d'assister à l'élection Obama en 2008 et puis la malchance d'assister à l'élection Trump en
2016 et jusqu'à 5 heures du matin, on pensait que c'était Hillary qui avait gagné avec tous les sondages. Et subitement, je me réveille et on retrouve Trump gagnant. Donc, franchement, en termes d'élection, moi, je crois aucun statisticien. Je ne crois je crois au vote. Je crois au droit de vote. Je crois à la responsabilité du vote. Et je crois à la curiosité de chaque votant pour justement, comme on le fait en France, d'ailleurs, je suis citoyenne française également, je revois le programme des candidats qui se présentent. Malheureusement, au Liban, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement ou heureusement, on vote pour 128 personnes. Donc aujourd'hui, on ne vote pas pour un président, on vote pour 128 personnes. La loi n'est pas en notre faveur. Et il faut revisiter la liste et voter pour le ou la candidate qui nous fait, qui nous convainc le plus. Malheureusement, il n'y a pas de premier tour ou deuxième tour. C'est comment les choses se sont faites. Il faut vraiment, si on croit au changement, il faut aller voter. Merci. Abil, à toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Mesdames, je peux que vous dire qu'on est tellement fiers d'avoir des femmes comme vous qui peuvent parler au nom du peuple libanais et qui peuvent nous représenter. Notre seul souhait a été vraiment d'avoir un groupe de femmes comme vous qui auraient pu représenter la majorité de ce que représente le Liban. Et aujourd'hui, en tant qu'Abir Khouri, j'unis ma voix à celle de Hadi en vous disant que l'exemple que vous donnez aujourd'hui est juste excellent, mais il fallait juste que votre liste soit complète pour qu'elle puisse être variée à tout niveau, pour que vous puissiez représenter le Liban entièrement et pas seulement avoir que des membres Madinati dans ce groupe, ou peut-être avoir que des membres Madinati, mais au moins compléter tous les sièges qui étaient présentés. Aujourd'hui, nous, dans la diaspora, on est malheureusement déchirés en se disant il y avait des éléments tellement importants comme vous qui auraient pu être dans un groupe uni. Je ne veux pas nommer lequel ça aurait pu être. Ça aurait pu être votre groupe à vous, un groupe complet qui aurait pu unir le vote de la diaspora sur lequel on travaille tous aujourd'hui. Moi, je fais partie de ceux qui travaillent sur le projet d'unir le vote de la diaspora sur tous les continents. On travaille au Canada, on vient de sortir d'une réunion Canada, Amérique du Nord, Arabie Saoudite et Koweït. On va suivre partout un peu aussi, on a commencé aussi en Europe, ça va suivre partout. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir apporter des gens comme vous au Parlement. Si l'expérience de 2022 n'aboutira pas à une réussite, moi je pense que ça devrait être une leçon pour 2026. Rien n'est perdu. Et aujourd'hui, nous, on vous donne encore une chance parce que vous êtes des dames extraordinaires. Vous êtes nos héroïnes. Mais voilà, j'ai pas de questions derrière ça, mais c'est juste un commentaire. Merci Abid. Donc, si vous voulez bien, je vais conclure en vous posant vous trois une dernière question en 1 minute chacune. On est le 16 mai. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes élu, vous faites quoi? Si vous ne l'êtes pas, vous faites quoi? Merci. On commence par Nada. Le 16 mai, si on est élu, on va célébrer parce qu'on ne va pas entrer au Parlement avant septembre, je crois. Et on va se préparer, on va se reposer, on va se préparer, on va replancher sur les projets de loi, on va se regrouper, se concentrer et voir quelles sont les priorités et travailler d'arrache-pied, c'est ce qu'on va faire. Si on n'est pas élu, on continuera en dehors du Parlement. Il faut travailler sur la communication, l'information, faire passer la communication et l'information aux gens.
Moi, je suis pour que le vote, qu'on fasse que le vote soit comme en Nouvelle-Zélande obligatoire. C'est un devoir national et non pas optionnel. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Merci. Paola? Alors, écoute, moi je pense, si on est élu, je pense comme Nada, on va peut-être fêter pendant 10 minutes et puis on va retrousser nos manches et commencer à bosser parce que le travail déjà qu'on abat tous les jours ne fait que s'accumuler. Donc là, on est en pré-élection et moi je trouve, par exemple, moi, c'est difficile pour moi de partager mon temps entre le travail social que je fais et la course pour rencontrer les gens pour les élections. Donc je n'ai qu'une envie, c'est être le 16 mai pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue à travailler de la même manière ou je double mes efforts encore plus si on n'est pas élu parce que on va doubler nos efforts pour travailler. On a 4 ans pour réussir. Merci. Sarah? Si on gagne, la première chose, c'est de commencer à travailler sur une nouvelle loi électorale et restructurer le fonctionnement du Parlement et arrêter ce bazar. Si on n'est pas élu, si je ne suis pas élu, j'ai réalisé qu'il y a un manque d'éducation politique et que tout citoyen ne connaît pas le pouvoir d'un membre du Parlement. Donc, j'aimerais travailler avec des collègues, des amis, pour justement faire parvenir l'information. Quel est le travail du député et comment est-ce qu'on peut l'encourager et justement le mettre sous le fait accompli et la accountability, le muhasabah. Merci. Merci pour votre temps à toutes les trois. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Bonne chance, bon courage. On est avec vous. On va continuer à suivre ce qui se passe à Beyrouth.